On y va? Ouais. Bien, donc bonjour à ceux et celles que je n'ai pas vus dans la journée. Donc nous allons maintenant vous présenter les 3 candidates du prix de la vocation scientifique 2023. Juste un rappel très rapide, c'est un prix qui a été donc créé en 2017. Notre première lauréate, certains et certaines s'en souviennent, c'était donc Lucie Bonnefoy, qui depuis a écrit donc une thèse qui porte sur le devenir étudiant, sur la transition particulièrement entre le lycée et l'université. Voilà, donc eh bien, ce soir on accueille, alors je vous les présente dans l'ordre où elles vont présenter leurs travaux. Donc Florence David, qui vient de soutenir son rapport pour le Master 1 de psychanalyse. Alors je vous lis le titre, donc c'est « Vouloir n'est pas désirer, apprendre n'est pas savoir ». Donc elle va nous expliquer et nous faire sa lecture de la dialectique entre rapport au savoir et rapport à l'advenir. Donc ensuite, nous écouterons donc Charlotte Lenoir, qui elle est dans un projet de poursuite de thèse. Voilà, et donc la thématique c'est l'utilisation du jeu sérieux. Donc la vie sensationnelle, elle l'écrit d'une certaine manière, mais elle nous dira tout ça. Dans l'accompagnement en orientation, une évaluation qualitative auprès d'étudiants. Et donc, enfin, et là je prends mon souffle, donc nous accueillons Aline Van Zotersted, donc qui est doctorante en 3e année et qui travaille sur la question du burn-out et de l'engagement dans le travail scolaire des lycéens et lycéennes françaises. Voilà, et donc à partir d'une analyse de profil. Donc l'idée, c'est qu'elle nous fasse une présentation en 10 minutes. On va essayer à chaque fois de laisser quelques minutes pour des questions. Et on doit normalement tenir en 45 minutes. Ensuite, on procédera au vote. Donc là, il y a des collègues qui vous distribueront un petit papier, ça a déjà été fait, où vous aurez juste à mettre 1, 2, 3, et ce sera 1 ou 2 ou 3, et ce sera à déposer donc, dans le sac bleu qui est sur la lettre A de la Psion. Et bien voilà, je vais donc donner la parole à Florence. Bonjour à tous. Et donc, je suis Florence David, je suis psychologue éducation nationale en Bretagne, au Centre d'information d'orientation de Vitry. Et aussi en master de psychanalyse à l'Université Paris 8. Oui, le stress est là, puisque j'ai soutenu hier, et là, c'est ma première communication suite à la soutenance. Et donc l'hypothèse de cette recherche a pour objectif de dialectiser le rapport au savoir et le rapport à l'advenir, en mettant en avant les mécanismes psychiques et les concepts qui sous-tendent les deux syntagmes. L'objectif, à terme, est d'étayer une clinique et une éthique de l'advenir avec des concepts issus de l'orientation analytique, opérant pour lire les discours et les symptômes contemporains auxquels nous avons affaire à l'école. Cette recherche aborde la pulsion de savoir chez Freud et le rapport au savoir chez Lacan et montre le leurre actuel qu'est la montée au zénith du moi autonome. Le sujet advient parce qu'il est reconnu et nommé par l'autre, parental, scolaire, etc. Le sujet pour la psychanalyse est effet de signification, c'est-à-dire effet du langage. C'est ainsi qu'il peut ensuite dire « je » et élaborer un savoir. Mais ce savoir n'a rien d'une évidence, partagé entre un « qui suis-je » et un « que me veux-tu ». Il y a donc pour le sujet des conflits inconscients à l'œuvre que l'on repère en établissement scolaire par le phénomène d'inhibition. Nous n'utilisons plus ce concept dans le champ scolaire. On lui préfère le mot « trouble ». Or, les mots disent quelque chose de la conception et l'orientation qu'on souhaite donner au sujet de la scolarité ici. Ainsi, dans cette recherche, j'ai souhaité reprendre ce concept d'inhibition qui est opérant pour montrer l'articulation entre inhibition scolaire et inhibition dans le choix d'orientation. Pour ce faire,
Je me suis appuyée sur l'ouvrage d'Annie Cordier, « Les cancres n'existent pas », car il donne des indications précieuses pour conceptualiser une clinique de l'adevenir. Alors j'écris de l'adevenir et pas avenir, car ce terme a l'intérêt de nouer et d'imbriquer la question du savoir et de l'orientation chez un sujet, là où on essaye souvent de les séparer dans la pratique des psychologues de l'éducation nationale. Annie Cordier, dans son livre, s'attache à décrypter les mécanismes qui président à l'arrêt de l'investissement intellectuel. Elle explique à travers plusieurs situations cliniques comment certains sujets se font imbéciles au savoir scolaire, alors que, par ailleurs, ils montrent une finesse d'esprit dans les échanges à l'oral ou dans des contextes autres que scolaires. J'ai en tête plusieurs situations, dont celle de Johan, élève de 3e, qui n'excède pas les 5 sur 20 en mathématiques et qui, par ailleurs, m'explique en détail que le week-end, il crée, construit des chaises et des bancs en bois avec son père. Sa compétence raisonnée est notée insuffisante, en rouge, sur son bulletin scolaire. Quant à Evan, élève de 5e, il est en grande difficulté scolaire aussi. Il ne retient pas ses leçons. Il me dit « Je n'ai pas de mémoire ». Pourtant, quand il s'agit pour lui de me parler de son activité sportive, où il doit effectuer un parcours avec divers obstacles qui lui demandent de mémoriser ses moindres mouvements pour être le plus rapide et efficace possible, il excelle. Je lui fais remarquer que sa mémoire ne semble pas si défaillante. Il répond d'un vigoureux « Mais madame, ce n'est pas pareil ». Evan a raison, ce n'est pas pareil quand le sujet engage son désir dans une activité. Annie Cordier souligne qu'à l'origine de l'échec scolaire et des blocages, elle retrouve le même phénomène d'arrêt des opérations de pensée qu'elle nomme inhibition. Elle indique que pour qu'un enfant apprenne, il faut qu'il en ait le désir. Or, rien ni personne ne peut obliger quelqu'un à désirer. Nous pourrions dire la même chose à propos de l'orientation. La réussite ou le refus scolaire sont liés le plus souvent à un conflit inconscient entre les différents modes d'identification d'un sujet, c'est-à-dire entre moi idéal, idéal du moi et surmoi. Je cite Annie Cordier. Il peut y avoir conflit entre toutes ces instances quand une contradiction survient dans les aspirations du sujet. Prenons l'exemple classique de l'adolescent brillant qui échoue brusquement dans ses études parce qu'il s'interdit de dépasser un père qui, lui, n'aurait jamais réussi. Le surmoi, avec son poids de culpabilité et d'interdit, vient barrer l'accès à toute réalisation de l'idéal du moi, idéal que le sujet trouve ici dans son environnement, compétitivité avec ses pairs, désir de savoir, réussite sociale à l'horizon. En effet, il arrive très régulièrement de recevoir en entretien des élèves avec des bons niveaux scolaires qui pourraient continuer vers la voie générale et technologique, mais qui s'orientent vers la voie professionnelle, car cette dernière est une voie repère et de réussite pour toute la famille. À ce souhait de « je veux travailler auprès des enfants », ces élèves ici plutôt des filles, ne s'autorisent pas à penser à des formations au métier comme par exemple pédiatre ou juge des enfants, et s'attachent à ce qu'elles connaissent d'un environnement social qui leur apparaît dans leur imaginaire comme sécurisant. Il s'agit donc au cas par cas de tenter de desserrer les identifications et paradoxalement de désorienter les voies dites prédestinées. Quelle piste peut-on chercher du côté de la psychanalyse ? Freud définit l'inhibition comme l'expression d'une restriction fonctionnelle du moi, qui peut elle-même avoir des causes très diverses. Ses origines sont de 3 ordres. Une première origine qui évite un conflit avec le ça. Freud assimile le désir de savoir à une pulsion, qu'il appelle la pulsion épistémophilique, qui est inhibée et qui conduit à une suspension des investissements cognitifs et une inversion de la pulsion. On peut faire l'analogie entre ce ne rien savoir et le manger rien chez l'anorexique. La seconde est au service de l'autopunition. Le moi n'a pas le droit de faire ces choses parce qu'elles lui apporteraient profit et succès, ce que le surmoi sévère a refusé. La troisième origine suit un autre mécanisme plus général, lorsque le sujet fait face à une tâche psychique particulière, par exemple un deuil, une énorme répression d'affect, l'obligation de tenir en sujétion des fantaisies sexuelles qui remontent constamment. Il connaît un tel appauvrissement de son énergie disponible qu'il est obligé de restreindre sa dépense en beaucoup d'endroits à la fois. Quand la pulsion de savoir est interdite, le désir reste en rade, nous dit Annie Cordier. La cause la plus fréquente de cet arrêt est à chercher du côté de la demande écrasante de l'autre. Cette figure de l'autre se retrouve du côté de la demande parentale, mais aussi de la demande du corps enseignant,
Bons points, bonnes notes sont destinés à faire plaisir. L'élève peut répondre docilement à cette attente pendant un certain temps, mais tôt ou tard, seul devant sa feuille blanche ou la tâche à accomplir, il sera confronté à son propre désir. Les choses se compliquent quand la demande change de registre, quand l'autre de la demande passe du « sois sage »,« apprends »,« réussis » ou « choisis ton orientation ». Ici, le sujet passe à une position active. Il sort de son statut d'objet et cela implique un nécessaire travail de séparation avec l'autre. Apprendre n'est pas écouter, mais élaborer le savoir qui vous est proposé. La passivité n'est plus de mise. À partir d'un certain niveau scolaire, il est difficile pour l'entourage de suivre. À ce moment-là, le sujet se retrouve en effet dans une forme de solitude. Le rapport au savoir est en quelque sorte désaliéné au champ de l'autre parental. Le sujet doit consentir à en savoir plus que l'autre et ce n'est pas une mince affaire. Entre aliénation à l'autre parental et aliénation à l'autre scolaire, le sujet est pris dans des enjeux de séparation et de position d'objet et de désir. Autrement dit, être objet de désir ou de la demande et sujet désirant, le sujet doit prendre position. Cette position n'est jamais actée une fois pour toutes. Lacan nous dit « C'est ainsi que l'inhibition est dans la dimension du mouvement au sens le plus large de ce terme. Dans l'inhibition, c'est l'arrêt du mouvement qu'il s'agit. L'inhibition, c'est le premier acte qui montre le conflit inconscient en jeu chez un sujet. Plus souvent acting out que passage à l'acte, l'arrêt de la mise au travail est une adresse faite à l'autre qui se doit d'accueillir cet arrêt du mouvement et le mettre au travail. De nombreux élèves nous disent « c'est dur d'apprendre ». On oublie de leur répondre qu'ils ont raison. Oui, c'est dur d'apprendre ce qu'on ne sait pas. Oui, c'est dur de se motiver, tant les enjeux inconscients entre aliénation et séparation agitent le corps et les pensées du sujet. Chiffres et lettres se dérobent, que ce soit sous la plume, on appelle ça dysgraphie, sous les yeux, dyslexie, dans la bouche du sujet, dysphasie, ça fonctionne, ça échoue, ça rate, mais ça dit quelque chose. Et parfois, ça prend tout le corps, et le sujet ne peut plus mettre un pied dans l'établissement. Toute la question est de savoir comment y faire avec les symptômes d'un sujet pour qu'il ne se réduise pas à son trouble et retrouve l'élan d'un mouvement. L'inhibition d'un sujet quant au savoir scolaire concentre presque à lui seul le malaise dans l'école. Il y a un insupportable dans l'idée qu'un enfant n'apprenne pas, et encore moins un adolescent. Alors quand le malaise est trop important et que l'école confond impuissance et impossible, on invite le sujet à s'orienter vers le monde du travail ou une autre filière qui est souvent dite plus adaptée, où le fameux « c'est pour ton bien » barre le désir du sujet. Ici réside une question éthique très vive dans notre activité où l'institution nous demande de bien conseiller le sujet, ce que nous mettons du côté des métiers impossibles comme éduquer, gouverner et analyser selon l'analyse de Freud. Actuellement, nous constatons dans les discours une tendance à venir entamer le temps de l'enfance et de l'adolescence. Si les enfants et adolescents veulent jouer à se faire grands, les grandes personnes, elles, ne doivent pas confondre jouer et se faire être. L'imaginaire n'est pas le symbolique. Là où les effets de l'inhibition ont pour réponse de caser le sujet sous des identifications communes ou des orientations précoces, il s'agit à partir du discours analytique de faire émerger le désir particularisé d'un sujet et relancer ainsi la chaîne signifiante. En conclusion, la recherche en cours a pour objet de relire et de reprendre les concepts psychanalytiques tels l'inhibition, l'identification, l'aliénation, la séparation et le désir à l'aune des nouveaux discours contemporains afin de proposer une autre boussole aux psychologues de l'éducation nationale qui travaillent au plus près de ces adolescents qui sont dans la plus délicate des transitions, comme le formule l'Acadie. Il nous reste 2-3 minutes, on peut prendre une question. Oui.
Oui, alors cet été, vu que j'étais en train d'écrire mon mémoire, j'ai lu L'éveil du printemps de Wedekind. Et il a été écrit en 1896, c'est une pièce de théâtre, et qui montre en fait comment la métamorphose et l'éveil de la puberté est vraiment quelque chose d'universel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait me dire, oui, je prends Freud en exemple, même Lacan, mais il y a quelque chose dans la métamorphose de la puberté, de l'adolescent, qui fait qu'il y a quelque chose aussi à l'adolescence qui bouge chez le sujet, mais il bouge chez le sujet aussi à l'intérieur. Et ça, souvent, on oublie aujourd'hui, en fait, qu'il y a quelque chose qui harcèle à l'adolescence. Et que la question, par exemple, de l'objet regard dans l'inhibition, on dit souvent ça se voit qu'il n'apprend pas, ou ça se voit, il y a quelque chose, en tout cas, je trouve, de l'orientation analytique qui permet en fait de redonner de la complexité, en effet, chez les adolescents, en fait, qui sont en pleine métamorphose. Très bien, merci. Eh bien, on va donner la parole... Ah, pardon, je n'ai pas vu. Une petite question ? Oui, on peut. Rapide. Oui, très rapide, c'est aussi plutôt une remarque. D'abord, oui, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien d'entendre que la souffrance des adolescents, elle est aussi à déchiffrer et pas à rééduquer et à reformater. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de remettre ça au centre. Et aussi d'évoquer le désir, qui est quelque chose qui est fondamental, puisque c'est ce qui nous fait avancer. Et voilà, donc c'était une petite remarque. Très bien. Donc on va maintenant passer la parole à Charlotte Lenoir, qui va se présenter juste en quelques minutes. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Lenoir, je suis tout fraîchement diplômée de mon master de psychologie depuis le mois de juin et j'entame actuellement un doctorat au CNAM sous la direction de Jean-Luc Bernot sur la construction du sens des étudiants en réorientation et sur les pratiques d'accompagnement innovantes. Je sais pas pour... super. Ah, ok. Alors, c'est un petit peu compliqué. Hop. C'est mes notes, du coup. Ouais. Alors, la recherche que je vais vous présenter, c'est la recherche que j'ai menée dans le cadre de mon mémoire de recherche en Master 2. Donc, c'est l'utilisation d'un jeu sérieux dans l'accompagnement en orientation. J'ai fait une évaluation qualitative auprès d'étudiants, sous la direction de Madame Arnaud Nicolas. Donc, pour contextualiser un petit peu le choix de mon sujet, c'est vrai que depuis le début de cet après-midi, on n'a fait que de le dire, mais on est dans une société qui évolue et qui rencontre beaucoup de changements. Et c'est un challenge pour nous, les psychologues qui entrent dans le monde du travail, comment on accompagne ces jeunes de manière la plus adaptée possible. Donc, le public des jeunes, il est beaucoup touché par le décrochage scolaire. Et il y a des initiatives du ministère de l'Enseignement qui ont été mises en place, comme par exemple les DU Paréo. Donc les DU Paréo, c'est une année post-bac pour réfléchir et travailler sur son orientation. Donc ce sont des élèves qui, au lycée, n'ont pas forcément trouvé ce qu'ils voulaient faire plus tard, ou alors avec Parcoursup qui se retrouvent en phase complémentaire et qui n'ont rien du tout. Donc ils vont s'inscrire dans ce diplôme universitaire pour pouvoir travailler leur orientation. On adapte aussi beaucoup notre pratique d'accompagnement parce que c'est vrai que c'est des générations qui ont des besoins un peu plus spécifiques. Donc notamment l'utilisation d'un jeu sérieux dans l'accompagnement, c'est une question qui peut se poser, qui peut être pertinente.
Donc, ce qui existe actuellement en France dans les pratiques d'accompagnement en orientation, il y a tout d'abord l'accompagnement individuel qui se fait au travers d'entretiens individuels et ça va permettre aux jeunes de développer leur réflexion et d'engager des choix pertinents. Alors, selon Guichard, les questions qui sont le plus posées en entretien individuel, c'est que pourrais-je bien faire plus tard, que veux-je faire de ma vie et comment y parvenir. En plus de ces entretiens individuels, il y a l'accompagnement collectif qui est assez important. Ça vient vraiment compléter l'accompagnement individuel parce que ça vient préciser les questions que les jeunes se posent, notamment au travers d'ateliers sur l'orientation, sur le monde professionnel ou bien des retours de stage par exemple. Donc, quand on parle d'orientation, dans la recherche, on a trouvé ça intéressant de parler d'accompagnement au sens. Alors, qu'est-ce que le sens? Selon Morin, le sens, ça se rapporte essentiellement à l'expérience de cohérence, de cohésion, d'équilibre, voire de plénitude. Et dans la recherche que j'ai menée, il y a plusieurs concepts clés qui nous ont intéressés. C'est tout d'abord le sens du travail, théorisé par Arnaud Nicolas, le sens de la vie, théorisé par M. Bernot, et le sens des études et de la formation universitaire, théorisé par Mme Batouche. Donc il y a déjà des dispositifs qui existent pour accompagner au sens, mais c'est des dispositifs qui existent pour les adultes, pas pour les lycéens ou pas pour les étudiants, plus au niveau des bilans de compétences par exemple. En complément de cet accompagnement au sens, il y a des pratiques d'accompagnement innovantes qui font leur apparition, notamment l'utilisation du jeu. Donc le jeu sérieux, qu'est-ce que c'est? Selon Guardiola, c'est un système dynamique formel dont le comportement délimité par des règles produit des conséquences variables et des effets quantifiables. Alors il y a déjà des jeux sérieux qui existent pour travailler les problématiques d'orientation, comme le jeu À ton tour de Rocha et Bois-Dora, qui sont sur les valeurs, et le jeu La vie sensationnelle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un jeu qui se base sur l'accompagnement au sens. Alors l'utilité du jeu dans l'accompagnement, c'est vraiment un complément aux accompagnements individuels et collectifs. Et ce qui est important de souligner, c'est vraiment le soutien des pairs et l'aspect collaboratif. Le psychologue ou le professionnel de l'orientation a vraiment un rôle de médiateur. Il est là pour faciliter les échanges entre les étudiants pour qu'ils puissent co-construire leur orientation. Donc, le jeu La vie sensationnelle, c'est le jeu que j'ai pu tester lors de mon mémoire de recherche. Donc, pour faire très rapide, c'est un jeu de plateau pour 4 à 5 joueurs. Donc, il a des cartes pour les lycéens, pour les étudiants et pour les adultes, en recherche d'emploi ou alors déjà en activité. Et les thèmes que ce jeu aborde, c'est le sens de la vie, le sens du travail et le sens des études. Le but du jeu, c'est de demander des conseils aux autres joueurs pour faire face aux situations, alors soit positives, soit négatives, que les cartes proposent. Le tout, bien sûr, dans l'optique de construire du sens dans sa vie et ses études. Le but, vraiment, c'est d'amorcer des réflexions au sens. Une partie, ça dure à peu près 1 heure en moyenne. Et ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est que ça ne s'arrête pas à la partie de jeu. Il y a vraiment des séances réflexives qui vont être organisées dans les 10 jours qui suivent le jeu. Et c'est très important ces séances parce que ça permet aux étudiants ou aux élèves de partager leurs réflexions qui sont apparues après le jeu, de discuter aussi autour des notions de sens de la vie et sens du travail. Donc c'est des notions qui peuvent peut-être apparaître pour eux, ils n'ont peut-être pas toutes les notions, toutes les clés. Donc là, le professionnel de l'orientation peut aussi un petit peu les éclairer et travailler avec eux. Et c'est intéressant aussi de revenir sur les conseils et les ressources qui ont été évoquées durant le jeu pour voir s'ils ont pu mettre des choses en place dans leur processus d'orientation. Dans la recherche que j'ai menée, la question de recherche, c'est en quoi l'utilisation du jeu collaboratif La vie sensationnelle permet-elle d'amorcer et d'accompagner la réflexion sur le sens de la vie et le sens du travail dans un processus d'orientation. Donc on a émis 2 hypothèses. La première, c'est que l'utilisation du jeu dans les pratiques d'orientation, ça permet d'amorcer une réflexion sur le sens de la vie et le sens du travail. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'aspect collaboratif du jeu, ça favorise la réflexion et surtout la prise de décision dans les pratiques d'orientation. Donc pour ce faire, on s'est basé sur une étude qualitative. Donc j'ai été préalablement formée par la créatrice du jeu et j'ai pu lancer 4 séances de jeu faites avec 4 groupes. Donc les groupes étaient composés de 5 étudiants chacun. Par la suite, j'ai mené les 4 séances réflexives et on a décidé de faire un focus group en plus
parce que ça permet en fait de venir vraiment préciser les perceptions de tous les étudiants et aussi de mixer les groupes. Parce qu'il s'est joué des choses différentes dans chacun des groupes et le fait de les mettre tous ensemble lors d'un focus group, ça a vraiment permis d'enrichir la recherche. Au niveau de l'analyse des résultats, on a fait une analyse de contenu thématique selon la méthode Payet et Mukeli sur les retranscriptions des séances collectives et des focus group, mais aussi sur les observations que j'ai pu noter lors des séances de jeu, tout ce qui était interaction ou bien non verbal entre les étudiants. Au niveau de la population de l'étude, donc mon étude s'est concentrée sur la promotion des étudiants inscrits au DU Paréo de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, parce que j'ai été en stage là-bas durant toute l'année, du coup c'était vraiment un terrain propice. Il y avait 13 femmes et 5 hommes, la moyenne d'âge c'était de 18,8 ans, et au niveau des profils c'était vraiment varié. On pouvait avoir des étudiants qui venaient de bacs généraux, de bacs professionnels ou de bacs technologiques. Peu importe les spécialités, les filières, c'était vraiment assez hétérogène. Au niveau des résultats, alors ce qui est ressorti en fait des verbatims, c'est que le jeu, c'est vraiment un dispositif innovant. Les étudiants n'avaient pas du tout l'habitude de travailler leur orientation de cette manière-là. Comme un étudiant a pu le dire, ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours pour l'orientation, donc j'ai pu m'amuser et aussi travailler. Et ce qui est ressorti, effectivement, c'est que l'aspect collaboratif était très important et ils ont apprécié les interactions entre eux. Comme une étudiante a pu dire, c'était intéressant de savoir ce que les autres pensent. Parce qu'il faut savoir que ces étudiants-là, du coup, je les ai suivis tout au long de l'année. Ils étaient inscrits dans un processus, dans une année où ils réfléchissaient sur leur orientation, mais ils ne parlaient pas d'orientation entre eux. Entre les cours, pendant les cours, ils n'en parlaient pas. Ils ont dû attendre le jeu qui a été mis en place au mois de décembre, donc quand même à la fin du premier semestre, pour pouvoir parler d'orientation. Donc le jeu a vraiment permis en fait de libérer cette parole autour de leurs problématiques d'orientation. Alors bien sûr, tout ce qui est questionnement autour du sens de la vie, ça s'est concentré sur les valeurs et sur l'épanouissement. En fait, les étudiants, ils manifestaient vraiment le fait de s'épanouir et de choisir un métier qui leur plaisait vraiment. Comme par exemple, un étudiant a pu dire « je me pose des questions comme est-ce que je vais vraiment m'épanouir plus tard dans mon métier ?» C'est vraiment des questions qui se posaient. Au niveau du sens du travail, c'est là où ça vient jouer sur la mise en action. Il y a une étudiante qui a fait la remarque, elle a dit « je me suis rendu compte avec le jeu que je suis capable de faire plus d'efforts si je sais que j'ai un objectif derrière ». Donc là, on vient un peu titiller la notion de but, d'objectif qui est centrale dans la notion de sens au travail. Et les étudiants, en fait, se sont rendus compte, avec les ressources ou les conseils donnés, que s'ils mettaient un objectif derrière, ils étaient beaucoup plus motivés pour travailler leur orientation. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont fait le lien entre sens de la vie et sens du travail. Dans le focus group, il y a des thèmes qui sont ressortis qui n'étaient pas du tout dans les cartes du jeu, comme la sexualité, l'argent, la famille. C'est vraiment des choses qui gravitent autour de l'orientation, mais qui ont un impact assez prenant pour ces jeunes étudiants. Donc l'implication pour la pratique, pour nous les psychologues, c'est que c'est assez intéressant d'accompagner de manière innovante en fait les jeunes dans le processus d'orientation. Comme j'ai dit, c'est un public assez spécifique qui ont des besoins de plus en plus spécifiques. Du coup, le fait d'insérer le jeu dans les pratiques d'accompagnement en complément des pratiques individuelles et collectives, ça permet vraiment de venir travailler des questions d'une manière beaucoup plus ludique. Ça met aussi le professionnel de l'orientation en place de facilitateur. Il ne faut pas avoir la place du sachant et de l'élève en dessous. C'est vraiment, on aide les étudiants à co-construire, ils sont vraiment acteurs de leur orientation. C'est aussi très important d'accompagner le sens de la vie et le sens du travail, parce qu'en fait, c'est des notions qui sont centrales dans l'orientation. Il faut cependant faire attention aux singularités de chacun quand on travaille ces notions-là. C'est vrai qu'il y a des étudiants ou des jeunes qui ne sont pas prêts forcément à parler de sens parce que ça évoque pour eux des choses trop compliquées. Donc il faut aussi écouter et s'adapter à eux. Alors le jeu La vie sensationnelle, pour info, il a été implanté du coup dans pas mal d'universités, dans les maquettes du diplôme universitaire Paréo. C'est vraiment quelque chose que le DU Paréo a adopté. Et il y a le service d'orientation de l'Université catholique de l'Ouest qui l'a commandé pour pouvoir faire des séances collectives avec des étudiants volontaires. C'est ma conclusion, je vais très rapidement, excusez-moi. Du coup, pour conclure, les hypothèses ont été largement validées. Effectivement, il y a eu des nouveaux questionnements vraiment autour du sens.
Enfin, c'est des choses qui ne se posaient pas avant pour eux, et le jeu a vraiment permis à ces élèves de se questionner, en fait, questionner leur sens dans leur processus d'orientation. Et l'aspect collaboratif de l'accompagnement a été vraiment mis en exergue. C'était très important pour eux. Et comme a pu dire une étudiante, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Enfin, c'est quelque chose qui rassure, le fait de jouer. Voilà, et au niveau de du coup la recherche, les perspectives, c'est vrai que ça serait bien d'étendre à un nombre beaucoup plus large de participants avec des profils différents, comme par exemple les lycéens ou les demandeurs d'emploi. Alors je sais que dans des pôles emploi, c'est déjà mis en place, mais du coup dans le cadre de ma thèse, c'est ce que je vais essayer de faire auprès de lycéens. Essayer d'implanter des méthodes de travail collectif dans des CIO par exemple avec des volontaires, mais c'est vrai que ça serait bien de faire connaître un petit peu cette manière de travailler. Voilà, merci. Alors, ma question, finalement, elle ne concerne pas directement votre travail. Je comprends ce que vous avez essayé de faire, qui ressemble quelque part à une étude de validité, mais je me demande, vu les personnes qui ont produit ce jeu, l'étude de validité n'a pas été faite au moment de la production du jeu ? Oui, pardon. Voilà, il y a quelque chose qui m'échappe dans... Alors, c'est pas une étude de validité, parce qu'effectivement, la créatrice du jeu a validé son jeu avec tous les publics et toutes les cartes. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé ma recherche, le jeu n'était pas encore publié. Du coup, ça a permis vraiment d'appuyer en fait la publication. Et c'est vrai que d'un point de vue personnel, moi, ça m'intéressait énormément de travailler ce jeu, et plus au niveau du sens. D'accord. Mais du coup, les perspectives que vous donnez dans votre future recherche en thèse, là, par contre, le jeu, maintenant, il a été validé. Donc, Alors ça, c'est plus du coup pour mon sujet de thèse, qui se concentre vraiment autour de la création et l'amorçage des questionnements autour du sens chez les étudiants en réorientation. Et du coup, c'est plus au niveau de ce qui se joue sur leur identité, au niveau de leur transition, comment ils peuvent aussi s'inclure dans un groupe. Et du coup, là, le jeu viendrait à la fin de ma thèse, normalement, où je mettrai en place un dispositif innovant pour accompagner la réflexion au sens. Mais le jeu viendrait vraiment juste en bonus que je proposerai ça vraiment dans un atelier complet. merci. Ah oui, les éditions qui plus est, du coup, oui, juste au fond. Moi, je me demandais ce que vous mettiez derrière le sens. Je ne connais pas le jeu, donc est-ce que ça veut dire que... Merci. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sens donné pour tous finalement, ou est-ce que c'est amener les jeunes à rentrer dans la construction pour donner du sens de façon très, très singulière? Ça, c'est la première interrogation que j'ai. Et dans la remarque d'une étudiante qui était « j'avance mieux en gros si j'ai un but », est-ce que derrière, vous pensez qu'il faut toujours avoir un but pour mieux avancer, en fait voilà. Alors pour la première question, le jeu vraiment permet un amorçage de questionnement. C'est vraiment pour parler des notions de science aux étudiants. S'ils ne veulent pas s'en saisir, il n'y a pas de souci, et on travaille l'orientation bien sûr à côté en entretien individuel ou collectif. C'est vraiment pour leur montrer qu'il existe en fait ces questionnements. Ça peut les aider, ça peut aider certains, et il y en a d'autres qui ne s'en saisissent pas et qui avancent tout aussi bien. Et du coup, ça rejoint la deuxième question. Alors pour cette étudiante précisément, ça a été très important pour elle parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'un objectif pour avancer. Mais il y en a d'autres dans l'étude. Ils n'ont pas du tout mis d'objectif en place, et pourtant, ils ont réfléchi au sens d'une autre manière. Enfin, c'est vraiment, c'est ce que je dis du coup quand je parle de singularité de chacun. C'est vraiment des notions qu'il faut prendre au cas par cas et travailler. Et c'est pour ça que oui, alors je ne l'ai pas dit, mais après le jeu, des entretiens individuels sont proposés aux étudiants pour aussi qu'on vienne travailler un petit peu ce qui s'est passé pendant le jeu pour eux, et qu'on puisse discuter vraiment au cas par cas avec eux.
Ok, merci pour votre patience. Je m'appelle Aline Van Zotersted et je suis psychologue de l'éducation nationale et je rends ma thèse dans une semaine sur le burn-out scolaire et l'engagement dans le travail scolaire chez les lycéens et lycéennes. Alors, burn-out scolaire et engagement dans le travail scolaire, comme vous vous en doutez, c'est des construits qui sont issus du monde du travail. Le burn-out scolaire, on le définit par 3 dimensions. Premièrement, l'épuisement qui résulte de l'exposition à un stress chronique scolaire. Le cynisme renvoie à la perte de sens par rapport au travail scolaire et le sentiment d'inadéquation au fait de ne pas se sentir à la hauteur de ses objectifs ou des objectifs qui sont fixés pour nous. Il est associé à une moins bonne santé mentale et un risque accru de décrochage, ce qui en fait à la fois un enjeu pour les politiques de santé et d'éducation. L'engagement, lui, renvoie à l'inverse du burn-out, soit l'énergie, l'implication et le sentiment d'accomplissement dans son travail scolaire. C'est un construit unidimensionnel, il est associé à un meilleur bien-être à l'école et dans la vie en général, et à des trajectoires scolaires plus favorables. On n'a actuellement pas de consensus scientifique sur des seuils qui permettraient de diagnostiquer le burn-out scolaire, si tant est que ce soit un trouble. Mais avec des analyses de profil, donc qui permettent d'identifier différents profils d'élèves sur ces dimensions-là, on peut approcher d'une estimation d'une proportion d'élèves qui seraient plus concernés et plus en détresse. Ce type d'approche, ça peut permettre aussi plus facilement de dégager des implications cliniques en identifiant les ressources et les besoins de chaque type d'élève. Donc notre premier objectif, c'était de décrire ces profils chez des lycéens français, donc profils de burn-out et engagement. Je m'appuie dans ma thèse sur le modèle transactionnel du stress adapté au contexte et Saxton pour expliquer à la fois le fonctionnement scolaire et les performances des élèves. Donc dans ce cadre, le niveau de stress qui est perçu par les élèves, il dépend de sa perception des exigences de la situation et également des ressources qu'il perçoit avoir pour y faire face, donc ressources personnelles et sociales. Et de cette évaluation dépendent les stratégies qu'il va mettre en place pour faire face, ce qu'on appelle le coping. Et ces stratégies vont influencer ensuite l'issue de la situation. Dans le cas où l'issue de la situation est favorable, l'élève va ressentir plutôt des émotions positives, et dans le cas contraire, de la détresse. Et tout porte à croire que quand ces émotions se répètent, il peut se développer donc du burn-out scolaire ou de l'engagement. Dans la thèse, j'examine l'ensemble de ces processus, mais ici, je vais vous présenter uniquement le vécu de stress scolaire des élèves en fonction de leur profil. Je m'appuie sur une étude qui a été passée en ligne. On a obtenu 540 questionnaires complets et toutes les échelles qu'on a utilisées ont été validées en français. On s'appuie sur une échelle de stress qui permet d'évaluer différentes dimensions de stress scolaire que je vous détaillerai ensuite avec les résultats. Notre échantillon il est composé à 67% de filles et en majorité d'élèves de voie générale et technologique. Petit détail, contrairement au modèle que je vous ai présenté en introduction, où je vous disais qu'il y avait 3 dimensions dans le burn-out scolaire, ici on en a retrouvé 2, les 2 principales, à savoir l'épuisement et le cynisme. Donc pour nos analyses de profil, on s'est basé sur une méthode en cluster avec la méthode de Ward et on a mis en évidence 5 profils. Je vais vous présenter ici des scores qui sont centrés réduits pour pouvoir comparer les dimensions entre elles. Vous voyez ici à droite un profil typique de burn-out, c'est-à-dire avec des élèves qui ont des niveaux d'épuisement et de cynisme beaucoup plus élevés que le reste de l'échantillon et des scores d'engagement beaucoup plus faibles. Et ça représente 15% de la population de l'étude. À l'opposé du spectre, on a 42% d'élèves qui ont des profils qui semblent plutôt fonctionnels, avec un groupe détendu qui est plutôt engagé et qui a des scores extrêmement faibles en épuisement et cynisme, et à côté un groupe engagé qui est plus épuisé, c'est-à-dire son score est dans la moyenne, mais beaucoup plus engagé, ce qui suggère que peut-être un certain niveau de stress favoriserait un engagement optimal des élèves. À côté, on voit un profil épuisé. Vous voyez ici des élèves qui sont qui se caractérisent par un épuisement important, mais le cynisme et l'engagement restent dans la moyenne. Ça suggère qu'ils sont dans un état de tension. Et enfin, on trouve 17% d'élèves qui présentent un cynisme élevé et un engagement faible, mais pas d'épuisement.
Ce qui nous interroge théoriquement, puisque le cynisme dans la théorie sur le burn-out est censé découler de l'épuisement, ce serait en fait un mécanisme d'adaptation de l'élève qui va se désengager subjectivement de la situation scolaire pour se protéger de l'épuisement, justement. Donc ici, on a cynisme sans épuisement. Probablement que pour ces élèves-là, ce n'est pas une question de stress qui est en jeu, mais autre chose, peut-être des processus motivationnels. Je vous présente 2 indicateurs scolaires parmi d'autres en lien avec ces profils. Premièrement, vous voyez que les 3 premiers groupes ici ont des niveaux scolaires, des niveaux de performance scolaire de moyenne similaires et c'est en l'occurrence des meilleurs résultats que les 2 autres groupes. Donc, ça veut dire que les groupes épuisés, il a un niveau de performance qui est similaire aux autres. Donc, malgré l'état de tension dans lequel il reste performant. Et puis, à droite, donc ces élèves ont des moins bons résultats, mais en plus, il y a des signes de décrochage. Ils se couchent tard, ils s'absentent et ils s'assoient au fond de la classe. Et 20% d'entre eux déclarent qu'ils envisagent d'abandonner leur formation. En termes de vécu de stress scolaire, on voit que les élèves engagés, ils ont un niveau de stress qui correspond à la moyenne de l'échantillon. Donc ça confirme notre hypothèse sur le fait que finalement, un peu de stress, ça favorise le bien-être dans le travail scolaire. Et les élèves désengagés, ils sont moins stressés, et les élèves détendus, encore moins. Et ce qui se passe autour du stress, ça concerne les élèves épuisés, qui sont plus stressés que les autres élèves par leur réussite et leur avenir scolaire, également la charge de travail, leur relation avec les enseignants et avec leurs parents. Et pour le groupe burn-out, eux, ils sont stressés par tout ça, de manière similaire au groupe épuisé. La différence, c'est qu'ils sont encore plus stressés par les relations avec les enseignants et en plus, ils font face à d'autres sources de stress qui n'apparaissent pas dans les autres profils, à savoir le stress lié aux relations avec les pairs et aux perturbations, donc par exemple les bruits en cours, etc. Donc ça suggère qu'ils sont dans un épuisement tel que en fait, ils sont dans l'impossibilité de tolérer tous les petits tracas du quotidien, ce qui interroge quand même sur le fait qu'il y a un processus psychopathologique aussi, peut-être des troubles anxieux ou dépressifs. Alors j'ai discuté un peu les résultats déjà, à retenir. A priori, un niveau modéré de stress favoriserait un engagement optimal. On a des profils très cyniques qui sont associés à des profils de résultats plus faibles et un risque de décrochage plus important, probablement pour des raisons différentes. Donc un processus de stress pour le burn-out et puis peut-être des raisons plus motivationnelles pour les profils désengagés. Et certaines sources de stress semblent plus particulièrement associées à l'épuisement, donc c'est les résultats scolaires en lien avec l'avenir et l'orientation, la surcharge, les relations aux enseignants et aux parents. Et les élèves en burn-out semblent faire face à un phénomène de prolifération du stress où tout devient stressant à l'école, et il serait 15% dans ce cas. Donc on peut tirer quelques conclusions des implications pratiques, à mon avis, à 3 niveaux. Premièrement, au niveau des politiques publiques, je pense qu'il est essentiel qu'on se dote d'outils pour suivre la santé psychologique des élèves, ce qu'on n'a pas actuellement. Ensuite, malgré l'intérêt accru qui est porté actuellement à la notion de bienveillance en éducation, les aspects plus psychologiques du bien-être et la santé mentale des élèves est insuffisamment pris en compte. Le bien-être des élèves, il devrait être pensé à tous les niveaux de la conception des curriculums, mais aussi de l'architecture des établissements, des règlements intérieurs, etc. Ensuite, il semble essentiel de sensibiliser les personnels aux questions de stress, mais particulièrement les enseignants, parce que ce sont eux qui inoculent le stress, c'est eux qui donnent aux élèves les tâches qui vont les stresser. Donc c'est important qu'ils puissent concevoir des tâches qui prennent en compte ces dimensions-là, qui vont jouer sur l'évaluation que les élèves vont faire du caractère stressant ou pas de la situation. Et ensuite aussi qu'ils puissent aider directement dans la classe à mettre en place des stratégies qui aident les élèves à faire face. Et enfin, en termes de conseils individuels, l'approche par profil est utile parce qu'elle permet de mieux comprendre les ressources et les besoins des élèves. Les outils que moi j'ai utilisés pour la recherche, on peut tout à fait les utiliser à l'école, je l'ai fait. C'est des outils courts, on peut les utiliser en groupe, en classe ou en entretien individuel, et ensuite avec un regard clinique, interpréter ces profils. Et ça peut faciliter le travail d'orientation en tenant compte du bien-être de l'élève en formation et permettre aussi un travail de prévention pour favoriser la santé mentale.
Je ne vais pas pouvoir vous détailler toutes les implications pour chaque profil. Je vais parler juste du groupe burn-out. Dans ce cas-là, je pense qu'il est particulièrement important de mener une évaluation holistique qui tienne compte de ce qui se passe à l'école, mais aussi en dehors, dans la famille. Il peut y avoir des stresseurs chroniques aussi dans l'environnement à l'extérieur de l'école, des situations de harcèlement aussi possiblement, et je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur une évaluation psychopathologique aussi. Et peut-être envisager aussi dans certains cas des aménagements scolaires. Merci pour votre attention. Donc voilà, un petit temps rapide pour quelques questions. Alors, ils sont fatigués, il n'y a plus de questions. Si, là-bas. Alors, une question ici. Bonsoir et merci pour cette présentation. Alors j'avais une première question, du coup, par rapport à, si j'ai bien compris, du coup il y a une échelle de stress scolaire et un inventaire, c'est ça? C'est les deux outils qui sont utilisés, à partir desquels ensuite vous avez pu interpréter et donner ces données. Et du coup, je me posais la question, on est sur quelque chose de déclaratif, et du coup, par rapport à la période à laquelle ces jeunes ont du coup répondu au questionnaire, est-ce qu'il était, alors j'ai peut-être pas tout suivi parce que je suis également fatigué, est-ce que du coup c'était des élèves qui étaient sur du post-bac, ou alors c'était très hétérogène? Oui, pardon, j'ai pas pu détailler tout, mais donc on les a interrogés sur une année scolaire complète, donc le moment de passation pouvait être différent d'un sujet à un autre. Après, en fait, sur le burn-out scolaire, les études ne montrent pas énormément de variations sur une année. C'est relativement stable, en fait, le burn-out scolaire. On manque encore d'études pour vraiment comprendre comment ça bouge. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question du coup. Si, et du coup ça en amenait à une autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une nouvelle passation justement de ce questionnaire pour voir un petit peu sur une temporalité plus longue? Je ne l'ai pas présenté ici, mais en fait, il y a une autre partie dans ma thèse qui est une partie longitudinale. Donc, en fait, j'ai interrogé les élèves donc, aussi au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et premier trimestre de l'année suivante. Mais c'est un peu compliqué d'avoir beaucoup de participants. Donc, je n'ai pas pu mener toutes les analyses que j'aurais voulu. Ce que j'ai pu observer quand même, mais avec des tout petits groupes d'élèves, c'est que l'épuisement, il était stable. En fait, il n'y avait pas de changement du tout d'un trimestre à l'autre, même d'une année sur l'autre. Par contre, il y a des changements sur le cynisme et l'engagement. Donc le cynisme, il a tendance à augmenter au cours de l'année et l'engagement à baisser. Et puis sur l'année suivante, un peu ça repart, on remet les niveaux à zéro et on repart sur de bonnes bases. Donc il y a probablement un effet des vacances scolaires, tout simplement. Okay. Et puis la dernière chose, mais vous l'avez évoqué du coup en fin, c'était justement le point de vue un peu plus qualitatif, avec l'impact de l'environnement, de la situation familiale, qui je pense pourrait être intéressant de développer et de voir si, parce que derrière ce profil, chacun des profils, effectivement il peut y avoir des raisons qui peuvent être vraiment très diverses et variées. Alors j'ai aussi mené des entretiens qualitatifs, mais qui sont en cours d'analyse, et je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre à ce type de questions avec les entretiens. Par contre, je pense que c'est vraiment une perspective de recherche. Actuellement, il n'y a aucune recherche qui fasse le lien entre burn-out scolaire et des stresseurs qui soient, ou des situations de stress extérieures à l'école. Donc on ne sait pas. Alors on sait par exemple que le burn-out des parents, les élèves qui ont des parents avec des scores importants de burn-out, ils sont eux-mêmes, ils ont des scores plus importants de burn-out scolaire, par exemple. On sait des choses comme ça. Mais on ne sait pas grand-chose sur l'impact de variables socio-démographiques, par exemple le niveau scolaire ou le niveau socio-démographique des parents. On ne sait pas grand-chose aussi sur... En fait, les élèves, ils peuvent être confrontés à des situations de violence à la maison, ils peuvent être confrontés à des situations d'aidance, par exemple, aider un parent malade ou handicapé. Ils peuvent vivre dans des quartiers où... il y a des risques, on peut se faire embêter dans la rue, etc. Et en fait, on ne sait rien pour l'instant de l'impact de ça sur le vécu de burn-out et d'engagement des élèves. Merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais juste vous dire, avant que vous puissiez procéder au vote, donc vous rappelez 1, 2, 3, et puis vous le mettez dans le sac APSI-UN, que donc le prix de la lauréate sera donc remis, donc le prix de la vocation scientifique de l'APSI-UN sera remis le vendredi à 15h. Voilà, et que l'heureuse gagnante donc pourra participer au congrès international de l'IOSP à venir, hein, avec une prise en charge des frais à hauteur de 1 000 €. Voilà. Eh bien, Donc il n'y a pas de questions? Non. En tout cas, merci. Eh bien, on peut voter. Et alors, dernière petite annonce, n'oubliez pas de récupérer vos bagages pour ceux qui l'ont laissé en bas au vestiaire. Et enfin, la réunion syndicale va se tenir immédiatement dans la foulée. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, voilà, réunion du SNES immédiatement après le vote.